À Ottawa, je commence à travailler sur la classification des textes de folklore français au musée. Et un jour, il y a un autre jeune homme qui arrive du nom de Claude Desgoff, français, plutôt pied noir d'Algérie, qui vient aussi s'installer dans mon grand bureau. Lui, c'était un esquimologue, un vrai, qui avait la passion de l'étude des Esquimaux. Claude Desgoff, donc, était un esquimologue chevronné, un vrai. Il souffrait d'une maladie étrange. C'est que quand il faisait chaud, dès qu'il faisait chaud, il ressentait des difficultés à respirer. Il s'étouffait, auto-étouffait. Il lui fallait donc aller soit vers le nord. À l'époque, il n'y avait pas d'installation climatique comme de nos jours, n'est-ce pas, pour contrôler la température des pièces. On restait au chaud, on travaillait au chaud. Alors, lui, dès que les chaleurs s'en venaient, il partait. Il partait vers le nord et il s'était inscrit comme étudiant de maîtrise à l'université de Copenhague, où il y avait encore les grands de l'expédition de Thule. Birket Smith fonctionnait encore, etc., etc. Et de Copenhague, il partait vers le Grand Nord, surtout le Groenland, qui est danois. Et là, il fouillait, il voulait se faire archéologue, mais il a changé de vocation entre-temps. Il a passé à l'ethnographie, un peu plus tard. Alors, je regardais comment Claude Desgoff travaillait. Il travaillait d'arrache-pied. C'était un fanatique du Grand Nord. Du Grand Nord. Il était obsédé toute la journée. Il marchait en long et en large dans notre bureau pour apprendre, répéter du vocabulaire esquimau. Il y en avait appris pas mal. Je crois que c'est le père Thibert, à l'époque, qui lui donnait des leçons. Mais je ne suis pas certain. En tous les cas, lui, il avait un premier contact avec les missionnaires oblats du Grand Nord. Alors, moi, petit à petit, je commence à subir l'influence de Claude Desgoff et je commence à partager ses joies et ses déboires. Et je me rendais compte, j'apprenais les rudiments de l'ethnographie esquimaude avec son aide, grâce à lui. Je vous raconte ça en détail parce que les gens, dès qu'ils apprennent, quand ils ont appris mon existence, première question qu'ils me posent, comment en êtes-vous arrivé chez les Esquimaux? Pour un jeune homme qui vient du Proche-Orient, qui n'a absolument rien à voir ni avec l'ethnologie, ni avec la culture occidentale, ni avec les explorations arctiques. Alors comment ça se fait que... Alors voilà, ça s'est fait par Claude Desgoff. J'ai été influencé
par l'enthousiasme, la dévotion de ce garçon-là. On était à peu près du même âge, lui il était peut-être 2 ou 3 années plus âgé que moi, mais on s'entendait bien, ce que je veux dire, et j'ai commencé à subir son influence. Alors, entre-temps, j'ai travaillé toujours sur le folklore de Marius Barbeau. Je gagnais ma vie, et de façon très honorable. Les collections de Marius Barbeau étaient, disait-on, les plus riches en langue française, les plus riches au monde, plus riches que celles en France, où le folklore avait périclité souvent, il y a longtemps, grâce à l'apparition de journaux de grand tirage, la radio, etc. Et alors que le folklore français s'était conservé au Québec. Petit à petit, moi aussi, je prends la décision de m'orienter vers le Grand Nord. Claude Desgoff me montrait des photos d'igloo, de kayak, et ceci m'enthousiasmait. Tout ce qui était culture traditionnelle. Petit à petit, je me rendais compte qu'il s'agissait d'une culture très exotique. Et il devait y avoir encore des endroits où cette culture traditionnelle s'était bien conservée, certainement. Mais en même temps, j'avais peur. J'avais peur d'arriver sans aucune préparation dans le Grand Nord, chez les Esquimaux. Qu'est-ce que je parlais pas la langue, qu'est-ce que je vais faire, par quel bout commencer. J'avais carrément peur. Alors je me suis dit, commençant évidemment par la littérature publiée déjà, où je découvre les travaux de John Honigman. Honigman était un chercheur américain chevronné de l'Université de la Caroline du Nord, très bon travailleur sur le terrain, mais qui avait fait ses grosses recherches sur les Indiens de l'Ouest, du nord de la Colombie-Britannique. Il travaillait dans cette région-là. Il avait publié des monographies très, très fortes, très, très professionnelles. Après le nord de la Colombie-Britannique, John Honigman s'est déplacé vers le sud de la baie d'Hudson et plus précisément, il a étudié les Indiens et les Esquimaux du poste à la baleine, Great Whale River. Donc, il avait fait quelques recherches sur les Inuits, sur les Esquimaux. Et moi, j'ai commencé à lire très attentivement ces textes. Et lui, il décrivait la situation actuelle sans aucune obsession passéiste. Si des éléments de la culture traditionnelle faisaient leur apparition chez les Esquimaux d'aujourd'hui, à Great Whale, ben, tant mieux. Mais il n'allait pas chercher les éléments pour reconstruire dans un but de reconstruction de la culture traditionnelle. Il s'intéressait tout simplement pas à cette approche. Lui, il avait fait de la psychologie beaucoup. Et ses observations étaient très délicates, très très fines et très différentes de l'approche boasienne qui cherchait les gros éléments culturels. N'est-ce pas, il cherchait le cœur de la culture. Lui, il faisait attention à l'individu
aux problèmes individuels et à la et quand j'ai vu ce que Honigman avait fait à Great Whale, je me suis dit que ce serait bien pour moi de retourner à Great Whale et de faire une deuxième étude de Great Whale. Great Whale 10 ans après. Et c'était à peu près 10 ans depuis que lui, il était là. Il avait terminé ses études et puis... alors, je décide de partir pour Great Whale. J'ai essayé de parler un petit peu aux missionnaires, mais je n'ai pas reçu grande information pour Great Whale. C'était une communauté totalement protestante. C'est là que Peck, que vous connaissez, s'est installé. Mais c'était une communauté biculturelle, moitié indien, moitié esquimau, des Indiens Cris, qui passaient l'hiver en forêt et l'été au bord de la côte, pas loin des Esquimaux. Les Indiens s'installaient sur la baie James, qui est juste au sud de la baie du Dzon. Alors, donc, je me suis dit que ce serait bien d'aller d'abord rencontrer John Honigman, le saluer et voir ce qu'il me dirait s'il aurait quelques idées que moi, sur le terrain Great Whale, je pourrais développer de façon autonome. Alors, voilà l'arrangement. Je voulais me protéger. Je ne savais pas ce qui allait se passer. J'avais peur. Et voilà, Honigman, je voulais me cacher derrière lui. Quelque chose de ce genre-là. Et là, je décide de rendre visite à Honigman à Chapel Hill, Caroline du Nord, au centre des États-Unis. Je m'en vais chez lui, j'ai été très très bien reçu et il très très bien reçu. On parle beaucoup et il me montre ses notes de terrain de Great Whale. Il avait publié entre-temps dans American Anthropologist un article sur les relations interethniques entre Indiens et Esquimaux et blancs, puisque le missionnaire était blanc. Et il y avait aussi les traiteurs de la compagnie. Un vieux poste, un des premiers postes de traite de la compagnie de la baie du Dzon. On ne parlait pas beaucoup à cette époque des archives de la compagnie. Les archives étaient à Winnipeg, loin. Il fallait beaucoup fouiller pour trouver quelques renseignements. C'était la tâche des historiens. Les archives n'étaient pas computérisées, de sorte que encore on s'est tenu un petit peu à l'écart des archives de la baie du Dzon. Alors, j'arrive à Chapel Hill, comme je vous ai dit, j'ai très très bien reçu et il me montre ses données de terrain. Honigman me montre ces données de terrain.
Je découvre que toutes ces notes de terrain sont prises sur des feuillets, le format standard de la lettre, vous voyez, coupé en quatre, et c'est sur ces petits cartons, je dirais, que il écrivait ses données. Il suivait rigoureusement les Culture Area Files. Area Files, il suivait où chaque trait culturel a un numéro. Par exemple, la chasse, c'est 300. L'agriculture, c'est 200. Le meurtre, c'est 600. La religion, c'est 900, etc., etc. Et ça, dans les petits détails aussi, il avait des petits numéros. Alors, Culture Areas, Area Files. J'achète, moi, le volume immédiatement de Culture Areas. Si j'ai bonne mémoire, c'est à l'université Yale qu'ils étaient installés. Murdoch qui organisait ça. Et sur chaque feuillet, il y avait en haut à gauche le numéro correspondant de Culture Area Files, à droite la date et au milieu, en haut, le sujet. Suicide, Pelly Bay, avec la date et le sujet. Donc, toutes les données de John Honigman étaient sur fichier. Je ne sais pas moi, 5 pouces par 7 pouces, quelque chose que... Ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai suivi la méthode de Honigman de façon très, très fidèle. Toutes mes notes sont sur fichier de ce genre-là. Ce système nous permet de rapidement retrouver le matériel, relire, etc. On sait ce qu'on a. Mais si la vie se présente sous forme d'événements suivis qui sont accrochés les uns aux autres, et avec ce système, il est difficile d'établir des liens entre fiches. Parce que dans un événement que vous enregistrez, ça peut être un mariage, vous pouvez recevoir un lopin de terre comme dot, ça c'est tombé dans l'agriculture, la fille en question, elle porte un costume national entièrement brodé à la main, qu'il faut noter, donc est à difficulté d'établir des liens entre différentes catégories culturelles. Mais par contre, facilite la rédaction énormément ce texte-là, cette méthode-là. Donc lui, il me montre son fichier. Moi, je passe quelques journées pour étudier le fichier. Et je me déclare après ça prêt pour le Grand Nord. Donc j'ai subi, après Degoff, j'ai subi l'influence directe de John Honigman et de son article publié dans American Anthropologist.
faut pas oublier que c'était l'époque dans l'anthropologie américaine et je vous parle de l'anthropologie américaine parce que, pour la simple raison que l'anthropologie canadienne n'existait pratiquement pas. À l'époque, le Grand Nord était étudié par les Danois et quelques Américains, comme Boras. Il n'y avait pas le seul Canadien là, et au Canada, à ce moment-là, grand Canadien, c'était Marius Barbeau. Jenness était néo-zélandais. Jenness était néo-zélandais, c'est Barbeau qui l'a fait venir au Canada. Barbeau avait étudié avec Marcel Mauss à Paris. Et il était étudiant de Marcel Mauss. Et quand ils ont reçu un jour, il avait reçu un ordre pour partir faire des recherches dans le Grand Nord canadien, chez les Esquimaux. Lui n'en avait pas envie. Il était bien installé le long du Saint-Laurent. Alors, il s'est souvenu de son collègue Diamond Jenness, collègue depuis Paris, assis devant les bancs où enseignait Marcel Mauss. Il lui a écrit un mot à Jenness, et Jenness a accepté de partir chez Copper Eskimos, chez les Esquimaux du cuivre, pour remplacer Marius Barbeau. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je ne sais pas, j'ai perdu. Vous parliez de John Honigman, de son influence sur le travail. Oui. Il n'y avait pas d'anthropologue canadien. C'était les Américains qui avaient commencé à arriver en masse. Et John Honigman était un des meilleurs. Alors, The Bergwams. C'est nicht chez les. Je dis que je me mêle. Mais vous êtes parti donc avec ce bagage à Great Well River. Alors, dans ce contexte, vous voyez, je pars au Great Well River, mais j'avais besoin d'un interprète. Le père Thibert ne pouvait pas m'assurer un interprète. Les O'Briens étaient dans le Grand Nord, là, tout en haut. Alors que moi, là, j'allais au sud. C'est le sud. Il y a des petits sapins, il y a la forêt. Pas la grande forêt, mais il y a la forêt. Alors, là, on me parle d'un garçon qui s'appelait, je crois, Williamson. Un Anglais d'Angleterre. Dans le Nord canadien, à l'époque, il y avait des Français de France et des Anglais d'Angleterre. Il n'y avait pas de Canadiens en France. Il y avait relativement peu de Canadiens français et de Canadiens anglais. Les bateaux de la compagnie, quand ils quittaient l'Écosse pour venir dans le Nord canadien, ils arrivaient directement à la baie d'Hudson. Il y avait un endroit là au nord de l'Angleterre où ils s'arrêtaient pour chercher des garçons pour aller travailler dans le Grand Nord. Les garçons étaient sur le quai. Et ils prenaient leur main-d'œuvre et s'en allaient vers le Grand Nord depuis là.
je connaissais le nom de l'endroit. J'ai oublié, là. Alors, les Anglais d'Angleterre étaient partout, étaient dans toute la dans la compagnie de la Bénédiction, ils travaillaient, et les missionnaires anglicans dans l'église. Alors, j'ai engagé ce jeune Anglais, Williamson, disons, je pourrais trouver son nom dans l'ordinateur peut-être, qui était arrivé dans le nord canadien avec la compagnie, le système que je vous ai décrit, depuis un port en Écosse, là, et direct, il est resté 2 années, 3 années, ils avaient des contrats chaque fois de 5 ans. Ils étaient dans une très bonne position pour apprendre la langue. Avec l'argent économisé, la première année, ils s'achetaient un fusil. C'était traditionnel à l'achat du fusil neuf. Ils avaient de très bons fusils, alors que les fusils des Esquimaux étaient usés, cassés, je sais pas. Là, les fusils des garçons de la compagnie étaient parfaits. Alors, je le prends comme assistant, interprète, c'est-à-dire. Dans ce contexte, moi aussi, je me mets à apprendre du vocabulaire esquimau et je vois que ça va très très mal. Je n'apprends pas facilement, je n'avance pas, malgré les quelques leçons que j'avais prises du père Thibert. Et les deux, on part vers le poste à la baleine.